Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Marc Toiti. Bonjour Marc. Bonjour cher David et bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver. Ouais, content de vous retrouver. Ah oui, quand je peux, je viens, il n'y a pas de problème. On vit des temps difficiles quand même. Hein. Alors, j'ai dit ces dernières heures, ça va un petit peu, pas un peu mieux, mais il souffle le chaud et le froid, Donald Trump. Vendredi, il veut licencier, il agonie d'injures Jérôme Powell, il faut qu'il parte et ça va se faire rapidement. Et puis il nous dit non, je vais finalement, il y a quelques heures, non, je ne vais pas le limoger. C'est vrai que c'est assez incroyable. Et Scott Bessent qui dit finalement, secrétaire au Trésor, qui dit finalement il va y avoir une désescalade sur la Chine. Alors bon, au début, on comprenait effectivement l'aspect négociation. C'est-à-dire, c'est un homme d'affaires, donc voilà, il met un gros coup de poing, et puis après, il négocie, etc. C'est ce qu'il a fait sur les droits de douane, on le voit, il revient en arrière. Bon, pareil sur Jérôme Powell, mais il faut quand même que ça s'arrête. Il faut un peu de stabilité. Donc moi, je comprenais à la rigueur, au départ, effectivement, le America First, Business First également, etc. Donc bon, c'est vrai que les États-Unis ont un déficit structurel vis-à-vis de la Chine, hein, on l'a vu, les derniers chiffres incroyables de l'excédent commercial de la Chine sur les 12 derniers mois, 1083 milliards de dollars. C'est du jamais vu. C'est-à-dire que, et pourquoi? Parce que beaucoup d'industriels ont anticipé justement les droits de douane. On dit, bon, allez, on va acheter chinois, pas qu'aux États-Unis, hein, dans le monde entier. Donc plus de 1000 milliards. Donc les premiers gagnants pour l'instant de ce débat, ce sont les Chinois, hein, clairement. Alors que les Américains, c'est l'inverse. Ils ont battu un record de déficit extérieur, pas loin de 1000 milliards de dollars également. Donc là, de déficit. Bon, je ne parle pas de la France, on est aussi on a des déficits extérieurs traditionnels, mais tout ça pour dire que aujourd'hui, il faut quand même calmer le jeu. Et moi, ce qui m'a beaucoup inquiété chez Donald Trump, ça a été notamment les déclarations sur le dollar. En disant, voilà, je veux que le dollar baisse. Ça, je pense que c'est une erreur. Jusqu'à présent... Il a vraiment dit, je veux que le dollar baisse. Ah oui, il a dit en fait qu'il serait favorable pour que le dollar baisse. Alors, le problème, c'est qu'il a baissé avec toutes les devises, sauf avec le yuan. C'est ça qui est incroyable, parce que le yuan, effectivement, est une devise via le contrôle d'échange. Donc les Chinois contrôlent leur devise, et c'est complètement fou, parce que là, je regardais les chiffres, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo YouTube, si je peux en parler évidemment, effectivement, et c'est vrai que le yuan a atteint un plus bas depuis 2007. On a touché 7,35. C'est déprécié de combien depuis l'arrivée de Trump? 7,35. Alors en fait, il a pas 10% de baisse, mais c'est pas tellement. Le problème, c'est que par rapport aux autres devises, toutes les devises se sont appréciées face au dollar, alors que le yuan, donc la devise chinoise, s'est déprécié. Donc le différentiel est énorme. Et surtout, encore une fois, 7,35, c'est le niveau. Bon là, on les met à 7,32 au moment où je parle à peu près, donc de yuan pour un dollar. Le niveau d'équilibre du yuan, ça veut dire ce qu'on appelle la parité des pouvoirs d'achat, c'est environ 3,50 yuan pour un dollar. Donc, ça veut dire du simple de 50%. C'est incroyable. Il est sous-évalué complètement. Et surtout, c'est là où Trump a raison. C'est-à-dire que de dire, effectivement, bah oui, vis-à-vis de la Chine, oui, que le dollar, effectivement, baisse un petit peu, ça serait logique. Surtout qu'il faudrait que le yuan s'apprécie vis-à-vis du dollar et de toutes les autres devises. Parce que nous, excusez-moi, on se fait aussi avoir. Hein, le seul qui pour l'instant a osé justement s'attaquer à la Chine, ça reste quand même les États-Unis, ça reste Donald Trump. Il vous a largué, Trump? Non, il ne m'a pas largué, mais simplement, c'est vrai qu'il m'a un petit peu surpris. Moi, ce qui m'a embêté, c'est par rapport au dollar. Parce qu'effectivement, qu'est-ce qui fait la force des États-Unis? Il faut être clair, c'est justement l'hégémonie du dollar. C'est-à-dire qu'on a créé l'euro pour concurrencer le dollar, on s'est planté. Les Japonais avaient essayé de faire ça dans les années 90, ils ont raté également. Bref, et donc le dollar est toujours la réserve de change mondiale. 65% des réserves de change dans le monde sont en dollars. 50% des transactions dans le monde sont en dollars. Alors que le commerce américain, ce n'est que 11% du commerce mondial. Ce qui veut dire que quasiment 80% du commerce en dollars n'est pas américain. Ouais. Donc c'est ça qui permet aux Américains d'avoir effectivement un déficit extérieur, public, énorme, et finalement qui est financé facilement, puisqu'il y a une demande mondiale de dollars. Et donc le fait que... Si jamais Trump continue comme ça en disant « je veux un dollar faible », là, vous n'allez pas inspirer confiance. Et puis surtout, rappelez-vous, Donald Trump, il veut que les investisseurs américains et étrangers reviennent aux États-Unis. Si on vous dit, vous allez investir aux États-Unis, mais la devise, elle va s'effondrer, vous n'êtes pas tellement, vous n'avez pas tellement envie de le faire. Donc, c'est là où, jusqu'à présent, je comprenais. Puis là, quand il a commencé à parler d'être en faveur d'un dollar plus faible, là pour moi, ça m'a un petit peu choqué. Bon alors, comme on a vu, il va sûrement revenir en arrière, parce qu'il fait ça en permanence. C'est quoi sa stratégie? Moi, j'avoue que je suis perdu, hein, mais ces revirements sur mettre 145% de droits de douane sur la Chine pour dire finalement, il y aura une escalade, on va trouver un accord. Powell, je le dégage, finalement, non, je ne le limoge pas. Je pense qu'en fait, nous on fait ça pareil. Regardez, on parlait avec les réformes des retraites, enlever l'abattement de 10% sur la retraite, etc. On fait ça pareil, tout le monde fait ça, tous les dirigeants dans le monde font ça. Sauf que là, évidemment, c'est mondial, et puis c'est évidemment, d'un point de vue médiatique, c'est porté, je dirais, de façon assez incroyable. Mais toujours est-il que il va quand même, je pense c'est ça la force des Américains, que Trump ou pas, parce que Trump, il ne sera pas là éternellement, c'est le pragmatisme.
C'est-à-dire qu'effectivement, Trump, il a été très loin là, dans le dogmatisme. En disant, voilà, on va faire des droits de douane, etc., on va limoger Jérôme Powell, alors que l'indépendance de la Réserve fédérale, c'est la gardienne du temple, si vous voulez, hein, comme toutes les banques centrales, même si on sait qu'elles ne le sont pas vraiment, mais tout de même, si le président interfère, là, c'est quand même un petit peu délicat. Et puis ensuite, il revient en arrière, parce que justement, il est pragmatique. Quand il a vu que les marchés actions sont effondrés, parce que, n'oublions pas que ce qui a été annoncé à la base, c'était dans le programme économique. Donc il n'y avait pas de surprise. Simplement, la violence avec laquelle ça a été annoncé... Les marchés n'y croyaient pas. Si, ils y croyaient, mais ils ne pensaient pas que ça allait être aussi violent, c'est-à-dire avec une telle fermeté, finalement. Et donc, ensuite, évidemment, ça c'est parti à la baisse, et puis avec quand même un délit d'initié mondial, c'est la première fois qu'on voit ça. Trump dit quelques heures avant de dire on va supprimer, on va ajourner les tarifs douaniers, l'augmentation des tarifs douaniers, il nous dit c'est le moment d'acheter. Sur les marchés boursiers. Il le fait souvent. Ouais, c'est énorme quand même. C'est-à-dire que, alors d'ailleurs, c'est pas un délit d'initié parce que tout le monde le savait. Exactement. Donc finalement, il s'est couvert juridiquement, il n'y a pas de problème. Mais voilà, il faut, je pense aujourd'hui, calmer le jeu. Moi, je fais un grand comparatif avec Donald Reagan. Je pense que Donald Reagan aussi, il faisait très peur quand il est arrivé effectivement président aux États-Unis. Finalement, c'est lui qui a sauvé l'Amérique. Donc là, sauf qu'à un moment, il faut qu'il se calme. À un moment, Donald Reagan avait dit justement dans les années 80, il y a une émission de télé incroyable où il a dit voilà, moi je comprenais pas tellement l'économie, etc. On m'a expliqué. J'ai compris, ça ne va pas vous faire plaisir, mais on va le faire, on va y arriver. Donc il a rassuré tout le monde. Et donc c'est un moment, il faut que Trump rassure également, y compris ses propres troupes, hein, en donnant une ligne directrice, où va-t-on aller? Moi je suis persuadé... Et donc il veut aller où? Alors voilà, c'est ce que j'allais dire, il veut avoir un accord. En fait, je pense que la vraie volonté de Trump, c'est quand même d'affaiblir l'Europe, qui est déjà très affaiblie. D'ailleurs, ça ne sert à rien de s'acharner, puisque l'Europe, elle a déjà perdu le match. Hein. Quand vous regardez l'évolution du PIB, donc hors inflation, entre les États-Unis et la zone euro, depuis 1995, hein, sur les 30 dernières années, donc plus 110% aux États-Unis, plus 55% en France, plus 53% dans la zone euro. Il n'y a pas photo, du simple au double. Donc il a déjà gagné le match. Et la force également des États-Unis, en plus du dollar, c'est l'indépendance énergétique, et puis également l'innovation, ce qui effectivement nous fait défaut. Donc moi je pense que pour lui, il a compris que l'Europe, malheureusement, ne pouvait pas jouer les premiers rôles. Et donc ils sont en train de négocier, on l'a vu il y a 2 jours, des accords avec l'Inde, avec la Chine. Moi je pense que ça c'est inévitable. Et n'oublions pas encore une fois le pragmatisme. Les Chinois, ils ont 1000 milliards de dollars de bons du trésor américains. Ils ont 3240 milliards de réserves de change en dollars. Donc ils se tirent la barbichette. Ils n'ont pas intérêt tous les deux à ce que le système s'effondre. Un jour, les Chinois, peut-être, ils voudront le faire, mais ils ne feront pas l'erreur des Japonais des années 90. Ils ne sont pas encore prêts. Regardez ce que font les Chinois. Justement, ils maintiennent le yuan à un niveau extrêmement bas, en disant, justement, ça nous permet de continuer d'exporter. Ouais. Même pire que ça, ils ont repris leur vente à perte. C'est-à-dire que, vous savez, quand ils sont rentrés dans l'OMC, bon, il y avait une course à la taille, donc il n'y avait pas de critères de rentabilité, donc les prix se sont effondrés, ils vendaient à perte. Après, ça s'est calmé, à partir de 2015, ça allait mieux, ils commençaient à gagner de l'argent. Et là, depuis quelques années, comme la Chine a perdu des parts de marché au niveau mondial, notamment au profit de l'Inde, et bien là, de nouveau, ils font du dumping sur les prix, et donc ils inondent le marché. Et donc, ce qui risque d'arriver également chez nous, c'est que ces produits chinois, qui sont déjà largement chez nous, vont continuer d'arriver. Et encore une fois, là, je vois, on dit oui, on manque de patriotisme, etc. Encore une fois, ça c'est pour les bobos du 16e, si vous voulez. C'est-à-dire que j'habite dans le 16e, mais je ne suis pas bobo, hein, mais c'est pas grave. Ce que je dis par là, c'est que on a aujourd'hui beaucoup de Français qui n'ont pas les moyens justement d'acheter français. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de trouver au plus bas, et parfois, effectivement, ça vient du bout du monde, etc., avec ce dumping. Donc c'est ça qu'il faut, ne faut pas oublier, c'est que, faut pas mettre la charrue dans les bœufs. Si on veut acheter français, il faut que nous ayons une croissance plus forte, qu'on ait moins de fiscalité, que les revenus des ménages s'améliorent, et là, on pourra effectivement acheter plus cher. Marc, avant que Trump rétropédale sur Jérôme Powell, on a vu quand même à la fois simultanément une chute des actions américaines, la hausse des taux souverains américains et aussi la baisse du dollar. Est-ce que, on sait que ces corrections-là, je pense, c'est le cumul de tout ça, à mon avis, qui a dû quand même un petit peu inquiéter la Maison-Blanche, ou se dire attention à ce qu'on ne crée pas un vaste mouvement de défiance envers l'Amérique et tout ce qu'il y a en dollars. Et ce que je veux que tout à l'heure, c'est qu'il y a ce pragmatisme. C'est-à-dire qu'effectivement, là, il a lancé, je dirais, voilà, des mesures assez violentes, assez fortes. Et ensuite, il se dit, comme un chef d'entreprise, entre guillemets, il se dit, bon, enfin, un chef d'entreprise violent, hein, pas tout, ils ne font pas tout ça, mais c'est dans la négociation. Je pense qu'il a vécu comme ça toute sa vie, en disant, voilà, on va effectivement lancer le deal, et puis on va voir comment ça va répondre en face. À partir de là, on va s'ajuster. Une sorte de tâtonnement, c'est le tâtonnement valracien pour les économistes théoriques. Et donc, ça veut dire que là, il se dit, bon, on va revenir en arrière. Valras.
Ça me rappelle des souvenirs. Et non, surtout, le vrai enjeu, c'est pas ça. C'est que il s'est dit certainement, là, il y a quand même une défiance. C'est-à-dire que lui, son rôle, son but, c'était que les taux d'intérêt, justement, des obligations d'État, ils baissent un peu. Là, c'est l'inverse. Ça a augmenté. Pour que les gens puissent s'endetter moins cher. Oui, mais surtout, et que ça augmente la charge d'intérêt de la dette pour la Réserve fédérale. Pour nous aussi, évidemment, pour les États-Unis. Ouais. Pour nous aussi également, bien entendu. Mais tout ça pour dire que on revient, on est sur le pragmatisme. C'est pourquoi moi, je suis moins inquiet pour les États-Unis que pour nous. Parce que les Américains, quoi qu'il arrive, ils reviennent sur le pragmatisme. Le business avant tout. Donc le pire de Trump, entre guillemets, est passé. C'est-à-dire qu'en fait, on a compris un peu le seuil de douleur, ce qui se passe sur le dollar, ce qui se passe sur les taux souverains américains. Et au final, le pire, on va dire, des décisions erratiques est derrière. Alors attention quand même, c'est-à-dire que oui, je pense qu'il y aura de la volatilité permanente. Ça va être une année de très forte volatilité, je l'avais dit ici même et ailleurs depuis déjà des mois, parce que justement, il y a quand même encore beaucoup d'incertitudes à travers le monde, d'un point de vue géopolitique également, et comme effectivement Donald Trump aime bien souffler le chaud et le froid, ça risque d'être très volatile. Mais par contre, la clé, je pense vraiment, ça va être l'évolution, je dirais, du dollar. Il ne faut pas que le dollar baisse trop, sinon ça déstabilise effectivement les relations internationales. Et regardez, on a eu ce matin les indicateurs des directeurs d'achat, la France, la zone euro, de nouveau en récession. Donc, alors que les Américains sont quand même sur 2,5% de croissance. Ce n'est pas l'euphorie, mais ce n'est pas la récession. Ils ne feront pas cette année. Cette année, ils feront un 8, un 5. Alors, bon, moi, je suis quand même entre 2 et 2,5. Ah, oui, parce qu'encore une fois, 2%. Ça, c'est effectivement le FMI qui a dit, bon, on verra bien, mais je veux dire, le vrai enjeu, c'est que, déjà, l'année vient de commencer, on va voir, mais si on regarde les indicateurs, moi, je ne fais pas les prévisions qui sortent du chapeau, je sais que beaucoup le font, mais en tout cas, moi, je regarde les indicateurs avancés. Donc, quand on voit les indicateurs des directeurs d'achat, pour l'instant, ça résiste. Notamment dans les services. Si on regarde la consommation, les ventes au détail, ça résiste. C'est vrai que l'indice de confiance des ménages ça a baissé, ça a à peine remonté. Non, les ventes au détail ont bien remonté, mais le problème, ça va être effectivement si l'inflation repart à la hausse durablement, là, ça sera problématique. Et d'ailleurs, je ne crois pas que la Réserve fédérale va baisser très fortement les taux d'intérêt. Justement, on va y venir. Marc, vous auriez devant vous, Donald Trump serait dans sans caméra, sans rien, vous lui dites quoi comme conseil, Donald? Bon, moi je dis aujourd'hui, calmez-vous. Imagine, moi, Donald. Je l'ai déjà écrit dans un papier. Ouais. Donald, oncle Donald, calmez-vous sur le dollar. Parce que ça, je pense, c'est la clé. C'est-à-dire que si vous faites peur, effectivement, aux investisseurs sur le dollar, vous dites, ouais, je veux que le dollar baisse. Déjà, c'est pas bon d'un point de vue inflationniste, parce que quand le dollar baisse, ça fait augmenter le prix des produits importés. Donc c'est un avantage de court terme pour les exportations. Quand même. Oui, mais d'accord, mais encore une fois, les Américains, c'est pas ce qui fait leur dynamique. Ce qui fait la dynamique de l'économie américaine, c'est la demande intérieure, c'est l'investissement et la consommation en interne. Donc c'est pourquoi si le dollar baisse trop, et bien sûr l'innovation. La clé, encore une fois, elle est là. C'est l'innovation. Vous voyez, 3,5% du PIB américain, c'est de la R&D, de l'innovation. Et tenez-vous bien, vous savez quelle est la part financée par le public? Parce qu'on dit souvent, oui, les Américains financent la R&D, parce que là, j'ai 26%. Ouais. 26%. Alors que chez nous, c'est 50%. Et ça m'amuse quand, dernièrement, M. Macron a dit les chercheurs américains, venez chez nous. Quelle rigolade. Franchement, c'est-à-dire qu'il oublie que, déjà, les chercheurs américains sont 3 fois mieux payés que nous, ils sont 3 fois mieux valorisés que chez nous, et surtout, une des grandes parties du financement de ces ingénieurs, ça vient du secteur privé, alors que nous, évidemment, c'est le secteur public, et que si on veut réduire le déficit, évidemment, on aura du mal à trouver des millions d'euros pour financer les chercheurs étrangers. Donc voilà, nous, on est dans le marketing, dans le dogmatisme, et les Américains sont dans le pragmatisme. Et c'est ce qui fait la grande différence, et c'est pourquoi je pense, je suis triste de le dire, je suis très triste, moi j'aimerais avoir effectivement quelqu'un qui puisse faire les choses en France, qui puisse améliorer le fonctionnement de notre économie. Vous aimeriez avoir un Trump en France? Non, pas jusque-là, parce qu'on n'a pas la culture. Encore une fois, Trump, bon, c'est la culture américaine, bon, c'est une star aux États-Unis, comme vous le savez, il est là depuis des décennies, il est sur le devant de la scène. Hein. Non, en France, je pense qu'aujourd'hui, on a un modèle social qu'il faut plus ou moins préserver, mais ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas continuer d'augmenter comme ça n'importe comment les dépenses publiques. Regardez ce que fait le gouvernement aujourd'hui. Il veut taxer les retraités, etc. Ce n'est pas sérieux. Vous savez, les chiffres de l'INSEE sur les dépenses publiques. Depuis 2021, les dépenses de fonctionnement, David, écoutez bien ça, ont augmenté de quasiment 100 milliards d'euros. Ça veut dire 22% de hausse depuis 2021. Sur la même période, de combien ont augmenté les prestations sociales? 11,5%. Du simple au double. Ça veut dire que quand on vous dit oui mais la France c'est normal, c'est du social, c'est faux. C'est qu'on entretient malheureusement... Cet argent alors il va où? Ben voilà, vous savez, quand vous regardez le dérapage des comptes publics par rapport à ce qu'avait annoncé Bruno Le Maire, on ne tire pas sur l'ambulance, mais il manque 100 milliards d'euros, plus ou moins. Alors,
il y a 50 milliards, on sait d'où ça vient. C'est effectivement, ils ont mal calculé la charge d'intérêt de la dette, ils ont mal calculé les recettes effectivement de TVA et les recettes fiscales au sens large. Ok, mais il y a 50 milliards, j'attends les chiffres, pour l'instant on ne les a pas, on n'a pas le détail. On ne sait pas pourquoi il y a eu ces 50 milliards de plus d'augmentation du déficit, c'est quand même assez inquiétant. Donc là, aujourd'hui, quand on me dit qu'il faut augmenter les impôts, c'est un scandale d'État. Il faut trouver 40 milliards d'euros à dire. Non, mais 40 milliards, je vous les donne, je les trouve tout de suite. Vous avez aujourd'hui, vous savez ce qu'on appelle les ODAC, organismes divers d'administration centrale. Il y en a. Agences, c'est les agences. Les agences, organismes divers et 80 variés. milliards, ça coûte 80 milliards d'euros. Non. Quand vous regardez au total, alors ça coûte 140 milliards d'euros. Ce sont les chiffres de l'INSEE. Donc il y en a 700. Je ne parle pas des comités Théodule, ça c'est encore en plus, mais ça coûte 80 millions, c'est pas énorme. Non, les ODAC, vraiment, beaucoup d'organismes centraux. Il y a Météo France, Oui, alors Météo France, on va le garder quand même, quoique bon, on pourrait étudier, mais toujours est-il qu'on ne va pas donner de nom parce que ça va me faire de la peine, notamment il y a des économistes qui sont concernés parce qu'ils voilà, ils sont payés, on ne sait pas à quoi ils servent, mais ils sont là. Toujours est-il que, globalement, vous voyez de qui je veux parler. Et donc, pas du tout, tant mieux. Et donc, à partir de là, voilà, 140 milliards. On peut bien toucher 40 milliards. Les doublons de ce qu'on appelle le millefeuille administratif, ça c'est des études qui ont été faites. Les régions. Ouais, ça coûte au minimum 8 milliards d'euros par an. 8 milliards, vous voyez. Pourquoi on veut taper les Français? Moi je dis, il faut arrêter. On nous dit, on nous culpabilise, oui, il faut que les Français serrent la ceinture. Non, ça fait 40 ans que les Français serrent la ceinture. C'est très dangereux. Aujourd'hui, c'est la puissance publique qui doit se serrer la ceinture. Et encore une fois, moi je vois bien sur les dépenses sociales, moi je viens comme vous savez des cités HLM d'Orly, donc j'en ai bénéficié de ces dépenses sociales, il en faut des dépenses sociales, quoi qu'il faudra certainement les améliorer dans leur fonctionnement, mais quand même, les dépenses de fonctionnement, ce n'est pas sérieux. Comment on peut continuer comme ça en faisant croire que c'est à cause des Français finalement? Alors, là aussi, on doit également lutter contre les fraudes fiscales, les fraudes sociales, etc. Ça peut ramener 20 à 30 milliards d'euros chaque année. Mais pourquoi on ne fait pas, il faut commencer par le commencement. Pourquoi montrer du doigt Pierre-Paul et Jacques? Et surtout, le gouvernement a promis qu'il n'augmenterait pas les impôts. Si vous réduisez l'abattement, mécaniquement, c'est une forme d'augmentation des impôts. Donc voilà, il faut du pragmatisme, arrêter le marketing. Et c'est ça la grande différence entre les États-Unis et l'Europe ou la France. C'est qu'aux États-Unis, effectivement, ils font des erreurs. L'erreur est humaine, mais quand ils ont compris leur erreur, ils reviennent un petit peu en arrière, ils font du pragmatisme. Nous, on s'enferme dans l'erreur. Regardez toutes ces réglementations qu'on a au niveau européen, etc. C'est ce que j'appelle le mourir guéri. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, on respecte toutes les règles, mais on est mort. Donc ça ne sert pas à grand-chose, vous voyez ce que je veux dire? On est mort en bonne santé. Ouais, voilà, on est mort en bonne santé, c'est pas mal. Ça, oui, effectivement, on peut l'utiliser. Donc c'est ça qui, aujourd'hui, moi, me fait beaucoup de peine en tant que Français, en tant qu'Européen. Il est temps qu'on se réveille. Ouais. Marc, juste quelques minutes, on revient aux États-Unis. Quand Trump considère que la Fed n'est pas neutre politiquement, c'est vrai ou pas? Parce que je ne pense pas que Jérôme Powell soit pro-démocrate, honnêtement. Alors, il y a eu quand même des petites évolutions, parfois régulièrement, quand on baisse les taux d'intérêt avant les élections, ou quand, au contraire, on les augmente, etc. Il y a eu quand même... Non, parfois la Fed prend non, mais Jérôme Powell. Non, Jérôme Powell, je ne pense pas. Mais il a quand même fait des erreurs. N'oublions pas. Mais qui n'ont rien à voir avec le fait d'être pro... on ne sait pas. C'est-à-dire qu'effectivement, après le coronavirus, quand Biden est arrivé, etc., normalement, il aurait dû monter les taux d'intérêt. Dès 2021, quand l'inflation commençait à augmenter. Vous pensez que c'était transitoire? Non, quand même. Jérôme Powell, j'ose espérer qu'il ne se fasse pas avoir comme à la BCE, si vous voulez. Bref. Mais, donc globalement, il savait que l'inflation était en train de redémarrer. Même nous, on le savait aussi, mais nous, on ne voulait pas le voir. Alors nous, pareil, on n'a pas augmenté les taux d'intérêt. On a attendu 2022 et les élections présidentielles françaises. Vous voyez, donc même si les banques centrales sont indépendantes, elles ont un tel pouvoir qu'elles regardent quand même le politique. Moi, je pense que là, Jérôme Powell a fait une petite erreur, justement en disant, bon, on va laisser Biden s'installer, etc. Il y avait sa politique de relance, on va attendre avant d'augmenter le taux d'intérêt. Peut-être qu'il a une petite influence, comme là, il y aura peut-être une petite influence. Mais ce qui est clair, c'est que ce qui compte, c'est la crédibilité. Mais ça dépasse le politique. Vous savez, bon, pour les plus anciens comme moi, moi je me rappelle d'Alan Greenspan, en pleine bulle Internet. Donc c'était le président de la Réserve fédérale. Et donc les marchés flambent et il dit « ça suffit, c'est de l'exubérance irrationnelle ». Et tac, il a monté les taux d'intérêt, les marchés ont baissé. Après ça a remonté, mais il a calmé le jeu. Là, tous les derniers présidents de banques centrales aux États-Unis, pas que Jérôme Powell, ils n'ont pas arrêté d'alimenter la bulle, les bulles boursières notamment, et ça, c'est pas leur boulot. Donc, ça dépasse, je pense, le président. Il y a peut-être d'autres contingences, d'autres influences, mais c'est décevant parce qu'effectivement,
la Réserve fédérale comme la Banque centrale européenne sont les gardiennes du temple. Oui, mais en même temps, Trump demande et veut que Powell, il considère que Powell ne baisse pas assez rapidement ses taux d'intérêt directeurs. Est-ce qu'il a raison ou pas, Trump? Non, Powell a raison, justement. Moi, je pense qu'effectivement, l'inflation américaine, elle est à plus de 3%. Quand vous avez un objectif d'inflation de 2% et que votre inflation est à plus de 3%, vous ne pouvez pas comme ça augmenter vos taux d'intérêt, baisser vos taux d'intérêt. D'autant que parallèlement, comme j'évoquais tout à l'heure, la croissance américaine, on n'est pas en récession. Ça ralentit, mais on n'est pas en récession. Il peut baisser, je pense, il a déjà commencé à le faire, mais il peut en baisser encore davantage taux d'intérêt, mais il ne faut pas s'attendre à des miracles. Et surtout, si c'est mal perçu, si ce n'est pas crédible, à ce moment-là, ça ne va pas faire baisser les taux d'intérêt des obligations d'État. Ouais. Regardez, la semaine dernière, la BCE a baissé les taux d'intérêt des obligations d'État n'ont pas tellement baissé. Vous voyez, on est toujours à 2,50 en Allemagne, 3,20, 3,30 en France. Donc ça n'a pas eu un impact positif parce que ce n'est pas perçu comme crédible. La clé des banques centrales, c'est la crédibilité. Donc si vous n'êtes pas crédible, vous pouvez monter, baisser les taux d'intérêt, il n'y aura pas d'impact. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux. Donc là, pareil, je pense que Trump doit calmer le jeu, il doit pas trop parler, je dirais justement, sur ces enjeux et surtout nous donner une visibilité, nous donner une direction, parce que là, un jour ça monte, un jour ça baisse. Regardez, les marchés boursiers, c'est les montagnes russes, hein, sans mauvais jeu de mots. C'est-à-dire que globalement, on se rend bien compte qu'il n'y a pas de visibilité et donc cette instabilité est très dangereuse. Ouais, l'Amérique, c'était le pari gagnant depuis 15 ans sur les marchés boursiers mondiaux. Ça semble moins évident aujourd'hui sur les 15 prochaines années. Encore une fois, n'oublions pas qu'on a quand même une bulle qui s'est formée ces dernières années, y compris et notamment aux États-Unis. C'est-à-dire quand vous voyez les valorisations des entreprises, notamment du numérique, bon, c'était beaucoup trop loin. Donc moi, je pense que cet ajustement baissier que nous avons vu ces dernières semaines, c'est plutôt salutaire. Ça remet l'église au centre du village, si vous voulez. C'est-à-dire que globalement, ça permet de reconnecter les marchés boursiers à l'économie. Moi, j'aime bien ça parce que, en tant qu'économiste, c'est bien quand les marchés boursiers se reconnectent à l'économie. Quand ils vont trop loin à la hausse, non, ça peut être dangereux. Par contre, je pense qu'il y aura toujours... C'est lié effectivement aux résultats des entreprises américaines qui seront quand même bien meilleurs que celles d'Europe. Donc là, pour l'instant, l'Europe, il y a un petit effet de rattrapage, entre guillemets, mais ça ne durera pas. Encore une fois, je reviens, la clé, ça sera le dollar. Et ne croyons pas que si l'euro monte, ça sera bien pour nous. Parce que nous, on va avoir du mal à exporter. Nous avons besoin de nos exportations. Nous sommes excédentaires vis-à-vis notamment des États-Unis, au niveau de l'Union européenne. Donc on a besoin d'un euro pas trop fort, justement, parce qu'on n'a pas de moteur de croissance. Vous voyez, c'est ce que, pareil en Chine, les Chinois, ils ont besoin d'un yuan faible parce que la demande intérieure est fragile. Mais pour un pays développé, comme les États-Unis, comme l'Europe, comme la France, la clé, c'est la demande intérieure, c'est l'investissement, c'est la consommation. Donc une monnaie trop faible, ce n'est pas bon pour la demande intérieure. Très bien, merci beaucoup. Entretien. Grande interview avec Marc Toiti, l'économiste Marc Toiti, invité donc de la grande interview aujourd'hui en direct sur Boursorama. Plaisir. Merci Marc. Merci, à très bientôt.